Donc là, Pierre, on est devant un IS-3, qui veut dire Joseph Staline numéro 3. Et je crois que c'est un char vraiment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça ? Donc l'IS-3 a été mis au point dans le courant de l'année 1944. Donc c'est un char lourd qui est destiné à contrer les nouveaux chars Tigre allemands. Pour cela, les Russes lui donnent certaines capacités, notamment au niveau du blindage. Le blindage frontal de l'IS-3 qu'on voit ici, qui a une forme très particulière en forme de nez de brochet, est destiné en fait à contrer les obus de 88 tirés par les chars allemands de l'époque. Ok, donc là, environ 120 mm en incliné. Là. Oui, donc c'est tout à fait respectable pour l'époque. Autre gros point fort de l'IS-3 à l'époque, c'est sa pièce de 122 mm qui lui permet de traiter toutes sortes de cibles. Donc ça va des chars jusqu'au retranchement d'infanterie. Bon, évidemment, un des gros défauts de cette pièce, c'est que les charges qu'il tire sont en deux fardeaux, donc l'obus et la charge propulsive, ce qui limite l'emport de munitions et la cadence de tir. Autre point fort, je dirais, de l'IS-3, c'est ses chenilles larges qui lui permettent en fait de rouler relativement facilement en terrain meuble. Donc voilà. De manière générale, ce char a les qualités qu'on retrouve classiquement dans les chars soviétiques, c'est-à-dire une forte puissance de feu, un bon blindage. On voit également qu'il a une tourelle en forme de soucoupe, ce qui va devenir la règle par après, comme sur les T-54 et sur les T-55 par exemple. C'est un modèle vraiment qui fait penser à un blindé de la guerre froide, en tout cas un des premiers. Oui, c'est un des premiers blindés de la guerre froide en fait. En quelque sorte, l'IS-3, c'est un petit peu le dernier blindé russe de la Seconde Guerre mondiale et le premier de la guerre froide. D'ailleurs, il va causer, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, des sueurs froides aux militaires occidentaux lorsqu'il va défiler en septembre 1945 lors de la parade de la victoire à Berlin. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les Occidentaux n'ont pas d'équivalent dans leurs arsenaux. Ce char, donc, bon, quand je dis qu'il a les qualités typiques des chars soviétiques de l'époque, donc un fort blindage, un bon armement et une mobilité relativement correcte au vu de son poids, il en a également les défauts, notamment au niveau de l'ergonomie, qui oblige en fait les équipages à être à l'étroit et à le servir dans des conditions relativement difficiles. Parce que là, c'est uniquement 4 membres d'équipage pour ce modèle. Uniquement 4 membres d'équipage qui sont, on le verra par après, littéralement entassés dans la structure avec les munitions, notamment, qui prennent beaucoup de place. D'accord. Là, on peut voir les réservoirs extérieurs. Oui, donc... il y en avait aussi à l'intérieur, je suppose. Oui, évidemment, il y a des réservoirs internes. Bon, c'est une habitude soviétique de mettre des réservoirs externes. C'est parce qu'une particularité des moteurs soviétiques, contrairement aux modèles allemands et américains, c'est qu'il s'agit de moteurs diesel. Donc, un carburant qui s'enflamme pas facilement, pour ainsi dire, ce qui permet d'augmenter l'apport en carburant et d'augmenter ainsi l'autonomie du char. Donc on voit ici le moteur qui est assez massif. L'avantage de la motorisation diesel, outre l'inflammabilité, c'est aussi la consommation. Le bloc moteur diesel consomme nettement moins qu'un moteur à essence, par exemple. Les Joseph Staline 1, 2 et 3 sont une série de chars d'assaut lourds soviétiques conçus pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont connus avec les initiales IS ou JS pour les Occidentaux, ce qui veut dire Joseph Staline. Le programme de développement de ces chars a pour objectif de contrer les chars lourds allemands comme le Tigre et le Panthère.
et ainsi remplacer la série des KV qui représentaient jusqu'alors les chars lourds de l'Union soviétique. L'IS-1 entre en production en octobre 1943 avec une caisse très semblable au KV-1S. Environ une centaine sont produits et les premiers retours d'expérience venus du front sont mauvais. Le canon de 85 mm manque de puissance et le blindage n'est pas assez épais et mal conçu. En 1944, l'IS-2 sort des usines en plusieurs variantes. Les ingénieurs soviétiques modifient complètement son châssis en passant à un blindage de 120 mm en frontal et à 160 mm pour la tourelle. Il est doté d'un canon de 122 mm et participe à la fin de la guerre, comme lors de la bataille de Berlin. Le châssis de l'IS permit aussi de développer des canons automoteurs tels que l'ISU 122 ou l'ISU 152. Début 1944. Les Russes apprennent l'entrée en service du Tigre II, avec son canon de 8,8 cm de 71 calibres. Capable de détruire tous les chars soviétiques à longue distance, l'IS-2 est déjà surclassé. Les ingénieurs soviétiques n'attendirent pas la fin de la guerre pour développer l'IS-3. Malheureusement, la complexité du moulage de l'épais blindage retarde la fabrication en série. L'IS-3 est reconnaissable avec son châssis en forme de nez de brochet. Son blindage incliné et sa tourelle en forme de goutte d'eau aura une forte influence sur la conception des blindés d'après-guerre pendant la guerre froide. Les premiers exemplaires quitteront les chaînes d'assemblage en mai 1945 au moment de la capitulation de l'Allemagne nazie. Certaines sources soviétiques indiquent qu'il aurait participé à la campagne de Mandchourie en août 1945 contre l'Empire nippon. Mais c'est le 7 septembre 1945 que ce char crée la surprise en étant dévoilé au monde entier. Voilà. Est-ce que tu veux visiter l'intérieur? Ah bah, avec grand plaisir. Donc. Bonjour, c'est toute une technique. Oh, t'inquiète pas, je suis agile là. Hop. Ah, c'est un monstre, hein. Vu d'au-dessus, là, il est énorme ce tank. Ouais, non, effectivement. C'est assez massif. Et tu vas voir ici, à l'intérieur, tu vas comprendre pourquoi on dit, je t'ai dit tout à l'heure, qu'il est assez étroit. Une boîte à sardines. Oui, tout à fait. Je peux mettre mon pied là? Ouais, vas-y. Ouais. Alors, en plus, tu vois, ma petite lampe, elle est aimantée. Ça, c'est pratique, hein. Voilà. Allez. Je vais faire doucement. Voilà, tu peux voir ici l'énorme... Ah là, on y est. Voilà. Effectivement, ici on a quoi? On a le chargeur qui était là, non? Attends, c'était où? Le tireur est là. Ok, le tireur est là, et puis on voit la lunette d'ailleurs. Le tireur est là, donc il faut imaginer ici l'équipage, plus les munitions, parce qu'ici on est sans munitions. Tu vois également l'énorme culasse du canon de 122 mm, ainsi que voilà, le berceau qui permet d'éviter que l'équipage soit au mauvais endroit lorsque le char tire. Non mais c'est minuscule en fait dedans. On se rend pas compte comme ça de l'extérieur. Et il faut que tu imagines les obus de 122 mm en plus, plus les charges de poudre. Ouais, alors les obus étaient placés sur les côtés comme ça là? Ils étaient sur les côtés effectivement. D'ailleurs, une des faiblesses de l'IS-3, c'est lors de la crise, lors des combats entre Israéliens et Égyptiens, lors des guerres israélo-arabes, certains JS-3
égyptiens vont sauter parce que certaines décharges vont tomber et exploser dans les tourelles. D'accord. Donc voilà, ici tu peux également voir l'épaisseur Ouais, ah, c'est assez impressionnant. du blindage. Donc voilà, on comprend qu'en 1945, ce char ait créé l'effroi chez les stratèges occidentaux qui n'avaient jamais vu un monstre pareil et qui n'avaient rien pour lutter contre. Oui. À l'époque, le char occidental le plus lourd est le Pershing. Oui, donc le Pershing, avec son canon 90, peut-être avait du mal déjà à percer un blindage pareil. Et qui est bien profilé aussi. Donc voilà, donc ça tu as vu le monstre. Évidemment il n'y en a pas de ventilation. Bon, il faut savoir que les JS3 une partie va être modernisée dans le courant des années 50, notamment au niveau des visions des chauffeurs et des éléments mécaniques essentiellement. Ok, donc on avait encore une personne qui était placée et on a encore devant, un magasin munitions là aussi. Là avant on voit un rack à munitions. Et là on voit le siège ici en fait. Oui, le siège, donc il y a le siège du chauffeur qui est à l'avant. Ah ouais, non mais c'est... Donc voilà. Il fallait pas être grand, alors c'est pas fait pour moi parce qu'avec mes 1m90 là, j'ai beaucoup de mal à... On a un char qui est énorme mais qui est fait pour des petites personnes. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc voilà, et on imagine après un tir, les gaz émis par le canon et plus les diverses odeurs qu'on peut retrouver dans un char. Ouais. Parce que ça peut... C'est fou comme finalement on se sent très vulnérable parce qu'on se sent vraiment à l'étroit. Donc si on imagine être frappé par un obus perforant, là, même si c'est très difficile de le percer, je donne pas cher de la peau des tankistes à l'intérieur, parce que c'est tellement étroit que pour sortir de là, il fallait plusieurs de longues secondes, je suppose, pour sauver sa vie. Pour sortir, en fait. Une fois qu'un char est touché, en général, il y avait des études qui étaient faites notamment pour les Britanniques, qui fait compter 2-3 secondes pour pouvoir sortir de son char avant d'être brûlé. Bon, maintenant, le risque d'incendie est moins grand étant donné qu'on est sur un diesel. Maintenant, sur le JS3, le danger qui a été perçu au combat, ce sont les munitions, quoi. Donc, comme pour le Sherman, tout compte fait. Okay. Donc ici, on voit que la pièce a été produite en 1945. Là, on voit, 1945. Tu peux juste montrer avec le doigt. Ouais. Donc là, donc c'est une production ici. « 7 septembre 1945. Défilé de la victoire alliée à Berlin. Lorsque l'Empire japonais a capitulé le 2 septembre, le maréchal Zhukov, commandant des troupes d'occupation soviétiques en Allemagne, a l'idée de célébrer la fin définitive de la Seconde Guerre mondiale avec un défilé des troupes alliées stationnées à Berlin. La date est fixée, et à la parade devaient participer avec Zhukov des chefs militaires de haut rang des forces alliées, Montgomery, Eisenhower et Delattre de Tassigny. Mais ces derniers font faux bond aux soviétiques et envoient pour ce défilé leurs représentants. Pour la délégation américaine, c'est le général Patton, gouverneur militaire de Bavière, qui est envoyé. Et on le sait, il est aussi l'un des officiers spécialisés dans l'utilisation des chars. Pendant la Première Guerre mondiale, il a même été le chef du centre de formation des blindés américains. En 1945, les soviétiques et les autres vainqueurs du conflit affichent déjà des divergences et des relations compliquées. Alors Zhukov et Staline préparent une surprise pour ce défilé. Le défilé commun des troupes soviétiques, britanniques, françaises et américaines dans la capitale allemande en septembre 1945 devait être une démonstration d'unité et d'harmonie entre les Alliés. Chacun des Alliés devait faire parader 1000 hommes. Le côté soviétique, néanmoins, a formé une colonne de 2000 soldats.
Lors de la parade des blindés, l'apparition du char IS-3 au défilé de la victoire fut un choc pour les Alliés. En effet, au vu de ses caractéristiques, aucun autre char ne pouvait rivaliser avec lui. Ces chars appartiennent au 71e régiment de chars lourds de la garde. Cette unité est normalement dotée de 21 chars lourds. Mais pour impressionner les ex-alliés, les Russes n'hésitèrent pas à gonfler à 52 exemplaires la dotation du régiment. Ce jour-là, ils défilent devant un parterre d'officiels alliés. Dans un bruit assourdissant, les chars sont photographiés sous toutes les coutures. C'est alors que Patton aurait répondu ces mots à l'un de ses subordonnés effrayés. « Calme-toi, pour l'instant ils sont de notre côté. » Le défilé des Alliés à Berlin n'est pas devenu un symbole de l'amitié croissante entre l'URSS et les pays occidentaux. Au contraire, il a montré les premiers signes de ce qu'on nommera plus tard la guerre froide. Ouais, en tout cas, c'est vraiment une expérience unique, là, rentrer dans un blindé pareil, là, le voir, cette taille extérieure si massif, et à l'intérieur, on est tellement serré, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment une expérience unique, tu vois. Il y a quand même du blindage qui est un peu moins renforcé ici. Oui, ça c'est une simple tôle. C'est la seule tôle. Mais donc oui, effectivement, et en plus ce char est très particulier parce qu'il a une place, même s'il n'a pas réellement marqué l'histoire par ses combats épiques, c'est un modèle vraiment particulier parce qu'il s'agit vraiment du dernier char lourd soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, il annonce déjà certains chars de la guerre froide, comme le T-54. Notamment avec cette forme de tourelle en forme de soucoupe inversée qui va caractériser les chars soviétiques et russes jusqu'à l'heure actuelle. Donc voilà, en quelque sorte, c'est le dernier char de la Seconde Guerre mondiale pour les Russes et le premier de la guerre froide.